Bonjour à tous. Je vais faire une petite introduction en fait à cette journée à travers la présentation d'une étude CAPLE. Donc CAPLE, c'est un groupe de travail qui est régional, qui associe les chambres d'agriculture, les conseils élevage, Serre France et également les services de la DRAF et l'Institut Agro Dijon pour faire des études technico-économiques et élaborer des références pour le conseil. Voilà. Que je me trompe pas de ce groupe travaille depuis quelques années sur différents thèmes et on a travaillé sur le concept, enfin les grands troupeaux avec leurs problématiques techniques et économiques. On sait que les troupeaux grossissent et ça engendre de la complexité dans la gestion. Donc on a regardé ça. On a également étudié les systèmes d'alimentation dans les troupeaux. C'est les troupeaux laitiers au niveau de la région. On a étudié le changement climatique, c'est une partie de l'étude que je vais vous présenter maintenant. On a également étudié les systèmes de traite. On est en train de peaufiner une étude sur l'installation des jeunes dans les systèmes laitiers de la région. Et enfin, on va finir une étude sur l'intérêt du couplage végétal et élevage dans nos systèmes polyculture élevage qui caractérisent la région. Voilà, c'est la petite page de pub. Ça coûte rien, ça vous coûtera rien de vous renseigner et de voir un petit peu ces exposés, puisque tous ces exposés ont été présentés sous forme de webinaires qui sont disponibles sur le site de la Chambre régionale d'agriculture. Donc je vous encourage à aller regarder ces webinaires en fonction des sujets qui vous intéressent. Pour commencer cette journée autour du réchauffement climatique, je vais donc vous présenter un résumé d'une étude que l'on a réalisée où on a simulé l'impact du réchauffement climatique sur les systèmes fourragers laitiers, leur impact technique et économique. Vous êtes tous conscients que ça coûte, ça entraîne des difficultés et ça a des coûts. L'intérêt de cette étude, c'est d'essayer de les chiffrer au mieux. On s'est inspiré, donc on a utilisé ce qu'on appelle un CATIB, vous connaissez le principe. On a construit une exploitation à partir des suivis d'exploitation qu'on connaît, notamment pour la région par rapport aux exploitations qui sont suivies dans le cadre du dispositif Galaxy. On a donc construit un CATIB, un lait céréal, sur lequel on a simulé l'impact d'une année sèche. Donc là, c'est une étude qu'on a présentée en 2021. On s'était inspiré de conséquences de l'année 2018, mais on va voir qu'on retrouve quelque part un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Et également, on a fait 2 scénarios où on a enchaîné plusieurs années, et notamment une année intermédiaire où il y a un petit peu moins de chute de rendement, puisque heureusement, toutes les années ne sont pas dramatiques, mais beaucoup d'années sont quand même très difficiles. Cette année sèche que l'on a caractérisée, on l'a caractérisée à partir de pertes de rendement, à savoir sur le premier graphique l'évolution des rendements au pâturage pour les animaux qui pâturent, avec un impact en début d'année faible, moins 6% à la mise à l'herbe de baisse de pousse de l'herbe. Par contre, un tiers de baisse au printemps en juin sur l'exploitation, là où normalement le troupeau valorise au mieux. Et enfin, un été complètement sec. Donc là, on retrouve quand même ce que vous avez beaucoup subi l'année dernière pendant l'été, c'est-à-dire l'absence quasi de pousse et donc de pâturage. Sur le graphique un peu compliqué qui est là, c'est toutes les baisses de rendement sur les coupes, sur les fauches. Donc vous voyez pareil que la dérobée et les ensilages précoces ont juste baissé de 5-6% dans notre simulation. On a prévu une baisse sur les premières coupes de foin de 11 à 24% en fonction si on a une prairie temporaire ou une prairie naturelle. On sait que les fauches un peu plus tardives, quand le mois de mai et de juin sont très secs, subissent plus des baisses de rendement. Alors que les deuxièmes coupes d'ensilage, dans notre simulation, on a estimé que c'était des coupes qui étaient divisées par 2 et l'absence complètement de coupes tardives ou de troisième coupe pour les ensilages. Voilà donc un scénario je dirais pas pessimiste, malheureusement réaliste, puisque grosso modo c'est un peu ce que vous avez subi l'année dernière. Sur le maïs ensilage, qui est un pilier fourrager de beaucoup d'exploitations et de l'exploitation du CATIB que je vais vous présenter, on a imaginé un tiers de baisse de rendement, ce qui malheureusement n'est pas rare en fonction des dernières années que vous avez subies.
Donc l'impact du changement climatique, on l'a fait, je vais vous présenter, on l'avait fait sur 2 systèmes, un système très maïs et un système plus mixte maïs-herbe. On a pris le parti de vous présenter, là, puisqu'on a 20 minutes autour de ce système-là, uniquement en détail la simulation sur le système maïs, mais je vous présenterai les conséquences également chiffrées en euros sur le système maïs-herbe. Donc ce système maïs, juste pour dresser le tableau, l'exploitation type, c'est une exploitation qui représente le système un petit peu châtillonné, à savoir une exploitation avec une surface importante, 230 hectares, 100 vaches, avec un haut niveau de production à 9250 kg de lait produit contrôle laitier, un renouvellement de 40 génisses avec des vélages assez précoces, 28 mois, donc une exploitation, je dirais, entre guillemets, le mot faut le prononcer de moins en moins, mais une exploitation dite intensive, productive. Autour de l'assolement, on voit donc un assolement basé sur maïs. Vous voyez pas bien le chiffre, le camembert vert flashy, c'est 50 hectares de maïs ensilés pour le troupeau, 46 hectares de prairies temporaires et une quinzaine d'hectares de prairies naturelles, et après un assolement colzable et orge avec un petit chouïa, 5 hectares de maïs grain, qui n'est pas le plus courant dans le châtillonnais, puisqu'on n'a pas toujours plein de surfaces en potentiel, mais dans les zones à plus de potentiel maïs, il n'est pas rare d'avoir un peu de maïs grain, et on va voir que c'est une variable d'ajustement intéressante quand on peut l'avoir. Les rendements de cette exploitation, donc 12 tonnes 5 pour le maïs, les prairies temporaires bien valorisées à 8 tonnes, les prairies permanentes à 5 tonnes 7. J'avais en tête d'année en année sur la zone alizée qu'on est à 5 tonnes 5, donc vous voyez, en moyenne sur l'herbe, donc on est un peu dans ce potentiel. 15 hectares de RGI dérobés qui sont ensilables en maïs avec un rendement de 4 tonnes de matière sèche hectare, et puis de l'orge dans la solde de céréales produites sur exploitation, une partie sert à l'alimentation du troupeau. Cette exploitation, les agriculteurs sont conscients et subissent de plus en plus des années difficiles et adaptent leur assolement, et il n'est pas rare d'avoir quand même une marge de sécurité dans les assolements. Cette exploitation, on l'a construite avec 20% de marge de sécurité. 20%, c'était un peu le niveau de recommandation que l'on faisait aux éleveurs les années passées. Il y a une dizaine d'années, on disait c'est bien d'avoir une marge de sécurité. Aujourd'hui, on va voir que le 20%, c'est un minimum qui n'est pas suffisant. Ces 20% de marge de sécurité, ça coûte quand même, puisque c'est 8 hectares de maïs, 7 de dérobés, 6 de temporaires qu'on a dû donc manger sur la surface de culture. Ça permet d'avoir une petite tonne de sécurité par UGB. 20%, on sait qu'un UGB, c'est une unité d'ingestion, je parle aux étudiants, c'est 5 tonnes ingérées de matière sèche sur un UGB, donc 20%, ça fait à peu près une tonne, 940 exactement. Le besoin du troupeau au global, c'est donc 935 tonnes qui vont faire la part belle au maïs ensilage, maïs ensilé plante entière, MEPE en abrégé, plus de la moitié, de l'ensilage d'herbe, 15%, un peu d'enrubané, du foin, et le pâturage pour les génisses, puisque le troupeau vache laitière ne pâture pas. On vous a fait un calendrier d'affouragement hyper simple, mais il y a bon nombre de troupeaux qui ne sortent plus en termes de vaches en production. Donc vous voyez, l'alimentation des vaches laitières en production, c'est un petit 14 kg de matière sèche maïs, 2 kg de foin pour apporter la fibre, et puis un petit peu 2 kg d'ensilage d'herbe, et puis 1 kg de foin pour apporter un peu de fibre. D'accord ? Voilà, une alimentation très simple sur laquelle on va donc simuler un enchaînement d'années plus ou moins favorable. On retrouve en situation de départ une année pas trop mal, où les rendements sont dans le potentiel. On voit donc la répartition des différents fourrages sur ce petit histogramme. Le point rouge correspond à ce que je viens de vous présenter, le besoin du troupeau, les 935 tonnes de fourrage nécessaires pour alimenter correctement l'ensemble du troupeau vache et génisse. Et au-dessus, les 20% de marge de sécurité générés grâce à un assolement adapté. D'accord ? Donc les 20%, c'est un petit 200 tonnes de matière sèche, 20% sur 300 et quelques jours, ça fait 70 jours donc de stock d'avance qui peuvent permettre, si l'année suivante est délicate, de venir combler un petit peu le déficit. Et ça va être le cas dans cette simulation que je vous présente assez rapidement, et vous n'hésiterez pas à me reposer des questions si je ne suis pas clair, bien sûr. On va enchaîner derrière une année sèche, 30% de baisse de rendement, grosso modo sur le maïs, pas du tout de coupe et de pâturage pendant l'été. Donc vous voyez,
toute l'alimentation, la fourniture du troupeau qui est là, l'alimentation, le besoin, on ne fait pas bouger le cheptel, ne bouge pas, c'est le trait rouge. Et vous voyez que les récoltes de l'année ne permettent pas, bien entendu, de combler le déficit. Par contre, on a ces 20% de stock de sécurité qui vont être utilisés à ce moment-là et qui vont permettre, dans ce scénario, de couvrir les besoins du troupeau, avec un petit iota qui reste. Donc, cette année, cette exploitation qui a sécurisé son système avec 20% de marge de sécurité peut passer une année délicate. Elle ne va pas passer toutes les années, puisque c'est les hypothèses que je vous ai dit. Hein. On sait qu'il y a 2-3 ans, les rendements maïs, c'était pas moins 30%, c'était moins 50%, hein, notamment dans le Châtillonnais. Donc, une année telle que je viens de la décrire, eh ben, le report de stock permettrait, vous voyez, il y a 140 tonnes de déficit sur les 196, donc il nous reste 50 tonnes. C'est ça, ces 50 tonnes qui sont là et que l'éleveur avait mis de côté et qui ne vont pas être utilisées et qui vont permettre l'année d'après de revenir refaire ce stock de sécurité. Il n'empêche que pour pouvoir passer correctement cette année-là, il y a l'utilisation du stock de sécurité, mais pour pouvoir passer cette année correctement et reconstituer les stocks l'année d'après, eh ben, il va quand même falloir ensiler les 5 hectares de maïs grain dans le scénario qu'on a fait ici. D'accord ? Donc, il y a quand même 5 hectares de maïs grain qui vont pas être vendus, qui vont être ensilés et qui vont permettre, de combler un peu le déficit cette année-là, et là, de reconstituer un stock de sécurité, puisque l'objectif de cet éleveur théorique, entre guillemets, c'est d'avoir un système en vitesse de croisière qui dégage un stock de sécurité de 20%, et on peut imaginer, comme on dit, chat échaudé craint pas l'eau froide, ça je pense que les jeunes ne connaissent pas, c'est un peu vieux comme proverbe, mais en tout cas, l'éleveur qui a subi une année sèche, eh ben, il va continuer l'année d'après à se dire, mes 20% de stock de sécurité, c'était pas mal. Donc il va les reconstituer. Tout ça, ça a un coût, bien entendu, et c'est l'intérêt de cette simulation, c'est de chiffrer un petit peu les choses. Et bien sur cette exploitation, le fait d'ensiler 2 années de suite les 5 hectares de maïs grain et de ne pas les récolter et pas de les vendre en culture de vente, et ben c'est quand même 15 000 € qu'on a estimé de perte de chiffre d'affaires. Puisque les charges ne vont pas bouger, hein, un hectare de maïs grain, un hectare de maïs ensilé, en termes d'intrants, c'est à peu près pareil. Donc vous voyez, il y a 15 000 €. 15 000 € pour une exploitation, voilà, pour une exploitation qui a 1 million de litres de lait ou 500 000, c'est pas pareil. Ce qui est important, c'est de ramener ça à la vache au litre de lait, comme ça vous pouvez avoir vos repères. Et ben, une année difficile suivie par une année modeste, hein, moins 10% de rendement, je ne vous l'ai pas dit, l'année intermédiaire c'est moins 10% de rendement, et ben ça pèse quand même 70 € à la vache, ou, ce qui peut encore plus parler, 8 € au millilitre. J'oserais dire aux éleveurs présents que c'est supportable. Hein, 8 € au millilitre, voilà, c'est une année qu'on a pu passer parce qu'on n'a pas acheté. On a tapé dans des stocks de sécurité qu'on avait produits soi-même, donc à un coût qu'on a maîtrisé. Ok ? Scénario pas trop pessimiste. Enfin voilà, on voit que l'intérêt du stock de sécurité, c'est qu'une année donnée, on peut passer sans subir un coût trop important. Par contre, deuxième scénario, qui malheureusement s'est produit ces dernières années, hein, j'ai toujours du mal à me rappeler, mais comme Nicolas l'a dit en introduction, 2022, une année très difficile, heureusement précédée d'une année 2021 particulièrement favorable en termes de récolte fourragère, ça a été quand même, le hasard a bien fait les choses, mais si je dis pas de bêtises, 2020 avait été très délicat, précédé de 2019 qui n'avait pas été terrible, et d'une année 2018 qui n'avait pas été record en ressources fourragères. Donc là, on a vu 3 années assez délicates, hein, et c'est cet enchaînement qui avait été très très difficile. Donc on n'est pas complètement caricatural en présentant sur cette exploitation, après une année correcte, 2 années à gros déficit fourrager, suivi d'une année qui revient à peu près dans la norme avec 10% de baisse de rendement. Voilà. Et ces 2 années, on voit qu'avec les 20% de sécurité, on arrive sur le même histogramme que précédemment, c'est-à-dire que mes stocks de sécurité permettent de compenser et je garde encore une petite marge. J'ensile quand même mes 5 hectares de maïs grain, comme la fois d'avant. La deuxième année très dure, là par contre, certes, il me restait 40 tonnes de report de stock qui viennent là être consommés, mais il m'en manque toujours. Et là, même cet éleveur qui est assez précautionneux, qui avait 20% de stock de sécurité dans son assolement, se doit d'acheter 90 tonnes de fourrage à l'extérieur. Et on sait, on est parti, je crois, sur 200 € tonnes dans nos hypothèses. Toutes ces simulations sont toujours basées sur des hypothèses de prix qui peuvent être discutées. Mais on sait que les années de déficit fourrager, on est rarement les seuls à être en déficit. On est rarement les seuls à chercher des fourrages ou des substituts ou de la paille ou des choses comme ça. Donc les prix explosent. Donc c'est les années où on doit acheter à l'extérieur où les prix sont hyper élevés.
Donc on voit que là, on va avoir une charge d'achat de fourrage. Même en ensilant cette deuxième année, pareil, nos 5 hectares de maïs grain, ça pèse pas lourd parce que les hectares de maïs grain sont à des rendements aussi faibles. Hein, on est à 8 tonnes au lieu des 12 tonnes classiques. Ce qui fait que, enfin, quand une année redevient un petit peu correcte, eh ben, on a quand même encore besoin d'ensiler à nouveau ces 5 hectares de maïs grain. Et on va avoir besoin également de gérer le fait qu'on a un petit peu moins d'ensilage maïs dans la ration, puisque les fois d'avant, on avait des rendements qui étaient assez faibles. Ce qui fait que là, le bilan économique de ces 2 années successives très difficiles, eh ben, il ne va pas être le même. Le hasard des calculs fait que, en ayant 3 années de maïs grain ensilé au lieu d'être vendu, on passe de 15 000 euros, hein, je vous avais dit, à 30 000 euros, le double. Alors parce qu'on a 3 années et pas 4. Tout à l'heure, on en avait 2, hein, donc on ne double pas. Mais pourquoi est-ce qu'on est au double? C'est parce qu'on a également tenu compte qu'il a fallu, pour reconstituer ces stocks, semer plus de dérobés et ensiler de l'orge au lieu de la récolter en grains pour la vendre. On a ensilé du métail, ce qu'on appelle, donc de la céréale mature, pour reconstituer. C'est pas un fourrage exceptionnel, Denis en parlera, mais en termes de valeur, mais c'est quand même un fourrage, un encombrement, c'est de la fibre. Ça peut être un petit complément pour les vaches et surtout alimenter des animaux à besoins plus modérés que sont les génisses de renouvellement, par exemple. Et donc ces 5 hectares d'orge que l'on va pas vendre, mais que l'on va ensiler, couplés à l'orge qu'on va également donner aux troupeaux parce que les fourrages sont de moins de qualité, additionnés à mes 5 hectares de maïs grain que l'on va ensiler pendant 3 années successives, vont faire que là, la note va être salée. C'est 30 000 euros de culture de vente de produits qu'on ne va pas avoir. Donc, quelque part, vous connaissez tous la méthode des bilans partiels. Quand on veut calculer dans une simulation le coût, eh ben, on calcule les charges en plus, mais aussi les produits en moins. Donc, produits en moins, 30 000 euros. On va acheter les 88 tonnes exactement. On a corrigé, c'est pas 170 dans les calculs, je crois qu'on l'a mis à 200, peu importe. C'est 15 000 euros de facture de fourrage que l'on va devoir honorer pour couvrir les besoins du troupeau pour la deuxième année très sèche. Les 5 hectares de dérobés, les dérobés, c'est bien joli. Les rendements, on pourrait discuter, sont pas toujours attendus, sont pas toujours là par rapport à ce qu'on espérait, mais les coûts sont bien là. Et c'est clair que de la dérobée, c'est comme toute culture, c'est un coût. 1 500 euros de dérobés mis en place. Et le métail que l'on va implanter, ça a aussi une facture, 1 350 euros, qui vont être compensés par le fait que les 5 hectares 4 exactement de métail que l'on a mis en place et ensilé vont être compensés par 5 hectares, le coût de 5 hectares 4 d'orge que l'on ne va pas avoir. Une culture remplace une autre. Il n'empêche qu'au final, on n'est plus à 15 000 euros comme la fois d'avant, on n'est pas au double, on est au triple. Hein. Les calculs montrent qu'on arrive ici à 45 000 euros de pertes liées à l'enchaînement de 2 années très difficiles. Et 45 000 euros de pertes, là ça parle un peu plus, on est à 140 euros à la vache et ça représente 17 euros au millilitre. Grosso modo, un 15% d'un EBE classique sur une exploitation. Donc de grosses difficultés économiques, alors que l'exploitation avait quand même 20% de marge de sécurité. C'est pour ça que je me suis permis de vous dire en introduction que le 20% qu'on pouvait tous nous conseiller à un jeune qui va s'installer, qui construit son projet, ou un agriculteur qui est en train d'essayer de nous demander un peu de conseils autour de son système fourrager, on disait souvent 20% de marge de sécurité, au-delà ça coûte, 20% c'est pas mal, tu peux un petit peu voir venir. Aujourd'hui, le 20%, avec ces années qui se raccourcissent, qui se rapprochent de plus en plus, hein, sur les 5 dernières années, je pense que c'est pas exagéré de dire qu'on n'a qu'une seule année correcte, l'année dernière, 2021. Donc le 20% est limite, et la preuve, même avec 20%, cette exploitation dans notre simulation subit une perte de 45 000 euros. Alors je ne vais pas trop vous saouler de chiffres, mais je vais quand même vous montrer ce tableau qui reprend, je vous rassure, exactement sur les 2 premières lignes, qui résume les chiffres que je viens de vous présenter. Donc je suis dans mon système maïs que l'on a dit sécurisé à 20%, une année de sécheresse ou 2 années de sécheresse, 13 000 ou 45 000 euros de perte, 70 ou 140 à la vache, 8 euros ou 17 euros de coût au millilitre. C'est les chiffres qu'on vient de voir.
et sans vous représenter, parce que ça serait long, les simulations que l'on a fait sur un autre système maïs-herbe, plus diversifié, qui entre nous correspond peut-être un peu plus aux assolements, aux systèmes qui sont sur le secteur, hein. On a de moins en moins de cheptels qui sont alimentés à 14 kg de maïs toute l'année sur toutes les vaches, hein. Vous avez diversifié aux ressources fourragères, et c'est un conseil évident que l'on vous donne aujourd'hui, c'est de diversifier les ressources fourragères pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et quand une culture marche moins, l'autre peut éventuellement la rattraper parce qu'elle va être récoltée à une autre période. Mais en tout cas, sur ces systèmes maïs-herbe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait 2 simulations où là, on a comparé l'intérêt de sécuriser. Et on a fait, ce qui est cas malheureusement quand même de beaucoup d'exploitations, on a fait le calcul sur une exploitation en flux tendu. 5% seulement de marge de sécurité. Voilà. J'ai un petit chouïa de plus, mais pas grand-chose. Et on voit que cette exploitation, qui contrainte ou par choix, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les cultures de vente et des prix affriolants, on peut, à mon avis, faire l'erreur de dire, bah allez, je mets dans mon assolement plein de cultures de vente parce que ça rapporte bien, et je serai un peu plus tendu sur mon système fourrager. Et ben, c'est un très gros risque. Vous voyez que sur un an, cette exploitation, qui pourtant a une taille moindre, hein, je crois que c'est mis, c'est une exploitation qui a 114 UGB, quand celle que je viens de vous présenter en a quasiment le double. Hein. Et ben, malgré le fait que cette exploitation soit beaucoup plus modeste en termes de taille, eh ben, c'est une exploitation qui va perdre d'entrée de jeu avec une seule année délicate 30 000 €. Si les 2 années s'enchaînent, c'est près de 60 000 € de pertes que l'on a chiffrées. Et je ne vais pas plus rentrer que ça dans le détail des calculs, mais je vous avoue qu'on n'est pas hyper pessimiste dans l'évaluation des surcoûts engendrés par ces années. Voilà, il y a des choses sur les génisses, par exemple, on aurait peut-être pu mettre un peu plus de céréales parce que les génisses vont moins pâturer, manger du foin qui est rarement le meilleur dans ces années-là. On n'a pas été hyper pessimiste, hein. Donc les chiffres peuvent paraître énormes, mais à mon avis, c'est le minimum syndical qu'on peut estimer. 30 000 ou 57 000 €, 200 à 300 € à la vache que ce système va perdre. Et là, ça c'est des chiffres qui causent, hein. C'est 30 à 40 € de perte de revenus, hein, puisque ça c'est du surcoût, donc c'est du revenu net. De perte sur une exploitation, quand on sait qu'une bonne exploitation qui tourne bien, c'est 150 € de BO 1000 litres et c'est 70 € à 80 € de revenus disponibles potentiels au 1000 litres, là c'est des éleveurs qui vont perdre la moitié de leurs revenus parce qu'ils ont un système trop tendu et qu'ils ont subi 2 années de suite très difficiles. Et vous voyez tout l'intérêt sur la même exploitation, si l'exploitant a la même stratégie que l'exploitation que je viens de vous présenter, c'est-à-dire sécurise à 20%, c'est-à-dire qui est pour moi un minimum de minimum, mais sécurise à 20%, mais tout de suite ça va un peu mieux. On retrouve grosso modo, il n'y a pas trop d'impact du système fourrager, hein, à peu près les mêmes niveaux de perte, beaucoup plus tolérables que l'exploitation qui est en flux tendu. Donc voilà, la démonstration, mais je pense que vous en êtes convaincus, c'est qu'un système fourrager sécurisé, et là encore, c'est la méthode des bilans partiels, hein. Donc on tient compte de l'impact sur le système végétal, puisqu'on tient compte des cultures qu'on ne va pas vendre, ainsi de suite. Mais il est toujours préférable de sécuriser. Et là, on n'est parti que sur 20%. C'est clair que la démonstration vous montre que même à l'heure où les céréales sont élevées, comme le prix du lait a la bonne idée quand même de suivre la tendance du prix des céréales, eh ben, ces évaluations que l'on a fait avec les cours du jour, hein, estimés, montrent quand même qu'il y a toujours tout intérêt à consolider son activité élevage, son activité laitière, quitte à manger quelques hectares dans son assolement de culture de vente. Quelques pistes de réflexion, je suis bien en timing à peu près, quelques pistes de réflexion sur le système maïs dominant. Denis va vous rentrer dans le technique, dans des essais sur les différentes alternatives, les cultures intéressantes ou qui sont espérées intéressantes par rapport au réchauffement climatique. Mais ce qu'on peut dire de manière assez simple, c'est que quelles sont les pistes éventuellement d'amélioration pour le système maïs que je vous ai présenté en détail. Eh ben, c'est clair que l'expression « pas mettre tous ses œufs dans le même panier », quand on est à 4 tonnes de maïs par vache, ça fonctionne, hein. Moi, je suis pas de ceux qui disent que quand il y a trop de maïs, la vache va pas être en bonne santé, ainsi de suite. Hein. Si votre maïs est bien haché, apporté de manière cohérente avec la part de concentré de particules fines pas exagérées, c'est des exploitations. Il y a plein de cheptels avec des vaches en pleine forme qui font plein de lait et qui fonctionnent avec pas mal de maïs. Mais par rapport à la problématique de sécuriser son système fourrager, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus à conseiller de diversifier et de passer de 4 plutôt à 3 tonnes. On est à 3 tonnes 2 en moyenne sur vos exploitations, sur la zone alizée. Et de baisser pour, par exemple, passer sur de l'ensilage d'herbe. L'ensilage d'herbe a plein de vertus, hein,
Il peut être récolté à différentes périodes. Généralement, on fait 2, 3 à 4 coupes en fonction des secteurs. Donc, on peut espérer que quand c'est très sec à un moment donné, à un autre moment, l'herbe a des vertus que sur l'année, elle peut un petit peu se rattraper. L'ensilage d'herbe a une valeur azotée très intéressante, complètement complémentaire du maïs qui est déficitaire là-dessus. Donc, c'est ce qui vous est mis là, hein, répartition du risque météo, amélioration de l'autonomie protéique, sécurisation de la ration, même si je trouve que c'est un petit peu caricatural, mais c'est vrai qu'on prend toujours moins de risques à diversifier, à apporter un peu plus de fibres, ainsi de suite. Et puis on allonge les rotations, puisque ces hectares supplémentaires, ces tonnages supplémentaires d'ensilage d'herbe, il faut bien les produire avec de la surface. Donc on peut en produire une partie, on va remplacer ces 9 hectares dans cette simulation, une tonne de moins de maïs par vache, c'est 9 hectares de maïs économisés. Ces 9 hectares, on va les passer en temporaire avec un rendement moindre et on va compléter le déficit à l'hectare de rendement par de la dérobée. Je fais tout de suite la question s'il y en avait une. C'est toujours un petit peu risqué de caler son système en vitesse de routine, de mon avis, sur de la dérobée, parce qu'on sait, Nicolas l'a dit en introduction, avec l'hiver sec qu'on a eu, les pluies qui ne sont pas trop annoncées, aujourd'hui, les dérobées, les cultures de printemps, elles sont hypothétiques. Donc c'est bien d'en faire, parce que ça peut se rattraper, Nicolas a dit, on est quand même que mi-février, mais ça se présente mal, et reposer son système fourrager, sa ressource fourragère sur de la dérobée, c'est quand même très risqué. Donc pour moi, ça va être une variable d'ajustement, un plus, à prendre avec précaution. Les inconvénients quand même, c'est que l'ensilage maïs, c'est quand même sympathique, on maîtrise bien la culture, tout le monde sait faire du maïs. Ça se récolte avec des chantiers conséquents, mais c'est rapide, c'est un chantier sur l'année, c'est pas de l'ensilage d'herbe où on fait X coupes, donc il faut gérer ça en termes d'activité, de travail, de répartition sur l'année, c'est quand même un peu plus compliqué, c'est un coût aussi quand même. L'ensilage d'herbe, faut pas s'en cacher, un ensilage maïs, il y a des années où s'il fait très sec pendant la floraison, les grains remplissent pas, on va pas avoir d'amidon, l'ensilage maïs peut être très moyen. Mais généralement, quand les conditions s'y prêtent, tout le monde sait faire un ensilage maïs correct. Un ensilage d'herbe, c'est quand même plus aléatoire, on peut plus se louper, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, donc il ne faut pas s'en cacher. L'ensilage d'herbe a plein de vertus, mais c'est quand même plus délicat à réussir à 100%. Et puis enfin, les dérobées, on ne les fait pas partout. Faire de la dérobée, on disait souvent que le tonnage que l'on récolte avant un maïs sur de la dérobée, ça peut être le tonnage qu'on va avoir moins sur la récolte de maïs qui va suivre derrière. Je suis un peu pessimiste, mais c'est quand même ce qu'on peut observer. Donc il faut le faire quand même dans des sols à bon potentiel, à bonne réserve hydrique, récolter ces dérobées assez tôt pour ensuite laisser au maïs de quoi s'exprimer. Et puis, bien entendu, il faut prévoir les capacités de stockage par rapport à ça. Pour le système maïs-herbe, je vous ai dit, la simulation, c'était comparer un système tendu par rapport à un système qui avait un petit peu de sécurité. Les chiffres le montrent. Quand on est tendu, 2 années difficiles, une année difficile, ça coûte déjà beaucoup. 2 années en termes de revenus, d'impact sur le revenu, c'est quand même très très conséquent. Donc sécuriser son système, ça coûte, mais vous voyez, sur le cas type que je vous ai pas détaillé, mais passer de 5 à 20% de report de stock, c'est 1,6 hectare de maïs que l'on va ensiler en plus. On ne va pas chambouler l'assolement. C'est à peine 5 hectares de temporaire en plus, à condition de faire de la dérobée et de la réussir à hauteur de 6 hectares. Donc, ce n'est pas sur une exploitation de taille modeste, on doit être autour de 600 000 litres de lait produit, 500, 600 000. Vous voyez, on ne va pas bouleverser l'assolement que de sécuriser un petit peu son système fourrager. Bien entendu, on est dans le Châtillonnais, on est complètement concerné par l'avant-dernier paragraphe. Faire du maïs, il faut avoir les terres à bon potentiel, et on sait que dans les zones à surface, à terre superficielle, souvent vous faites maïs sur quelques parcelles parce que vous n'avez pas un assolement qui vous permet de faire beaucoup plus. Donc ça peut quand même être une limite. Et je finis de vous fatiguer avec tous mes chiffres, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous présenter un tout petit résumé d'une étude Galaxy que j'avais pu à l'époque vous présenter, mais qui me semble être complètement dans le thème d'aujourd'hui. Donc le groupe Galaxy avait fait une simulation sur à peu près le même cas type que je vous présentais tout à l'heure, un système lait céréales sur les 230 hectares, 115 vaches, 900 000 litres vendus, voilà, 50 hectares, il y a de la luzerne, de la temporaire, et on a fait, je le fais vite, une simulation qui correspond à peu près,
30% de baisse de maïs et 25% sur les luzernes et les prairies. La pousse estivale à 0. On est à peu près dans la simulation de tout à l'heure, donc vous allez me dire pourquoi. Parce que là, on a voulu vous chiffrer 3 scénarios. L'éleveur subit une année sèche, comment est-ce qu'il adapte, comment il adapte son exploitation pour passer cette année sèche. Premier scénario, il augmente sa surface fourragère, il sécurise son système fourrager, il mange de la surface en culture de vente pour pouvoir couvrir les besoins. On va voir le coût que ça a d'augmenter sa surface, ce qu'on n'avait pas chiffré. Le deuxième scénario, il encile ces quelques hectares supplémentaires, parce que bon, voilà, même si on n'a pas un système fourrager sécurisé, si on a un peu de maïs grain, on va quand même l'enciler quand on est en déficit. Et il achète des fourrages. C'était l'hypothèse de tout à l'heure. Et troisième scénario, parce qu'on a la question dans ces années difficiles, un peu moins aujourd'hui parce que le prix du lait est assez intéressant quand même, mais dans les années où il y a un déficit fourrager et où le prix du lait, les laiteries n'ont pas eu la bonne idée de mettre le curseur un peu plus haut, il peut y avoir la tendance à décapitaliser, à limiter un petit peu son cheptel, quitte à produire moins, bien entendu. Tout ça, les conséquences, vous voyez que dans la situation de départ, par rapport à la situation de départ, si jamais je recherche de l'autonomie et je mange sur les cultures de vente, je vais perdre 20 000 euros de marge culture de vente, je vais perdre 24 000 euros, 22 000, je vais y arriver, 22 000 euros de BE et 20 000 euros de revenus de disponibles. C'est un coût, il n'y a pas de solution miracle. Je sécurise pour produire du lait, je fais plus de fourrage, je vends moins de culture. Ça a un impact, il faut bien en être conscient. On a 7 000 euros de moins par associé sur cette exploitation. Je ne veux pas manger sur mes cultures de vente. C'est souvent la dualité, la concurrence qu'il y a dans nos systèmes lait céréales. On a souvent un associé qui est un peu plus branché culture, l'autre plus branché élevage. Je pense à personne, mais voilà, c'est le cas dans tous les GAEC, on va dire quasiment. Pour peu que le céréalier ait un petit peu plus la main mise sur les décisions, c'est pas évident de consolider son système fourrager. Dans cette situation, si vous êtes dans ce cas-là, vous pourrez dire à votre associé, regarde, on va faire ça, mais si jamais on fait ça et qu'il y a une année très difficile, certes, on va relativement préserver sa marge culture, relativement parce que là, on encile quand même le maïs grain qui est disponible, mais on va chuter encore plus sur mon EBE, global exploitation, sur mon disponible, on perd 12 000 euros, et on perd 4 000 euros de revenus par associé. Voilà. C'était dans les hypothèses économiques de l'époque. Je ne vous cache pas que là, on n'a pas réactualisé, mais je mettrai ma main à couper qu'avec les prix qui ont augmenté tant au niveau lait, viande que culture, et les intrants qui suivent derrière, on est dans cette tendance. Et par contre, si jamais je dis le lait, il y en a plein le dos, la laiterie ne veut pas me payer, en plus, je n'ai pas de quoi donner à manger à mon troupeau, je vais baisser mon effectif vache laitière. À ce moment-là, je vais donc préserver pareil, mon atelier culture, mais je vais perdre encore plus en EBE et regardez l'impact, je vais directement au dernier chiffre, je passe sous la barre des 20 000 euros disponibles alors que j'étais à 25 ou 21 000 dans les deux hypothèses précédentes. Et à ça, on pourrait dire, c'est peut-être pas si catastrophique. À ça, il ne faut pas oublier que c'est une décision, je ne dis pas inéluctable, mais quand vous avez vendu des vaches, à moins d'avoir un renouvellement terrible et de pouvoir les compenser, et ça coûte du renouvellement terrible, élever des vaches, ainsi de suite, grosso modo, élever une génisse, c'est acheter une vache. Et à ce moment-là, si jamais vous voulez refaire votre référence laitière et reconstituer votre cheptel, il faudra redépenser en cash 12 000 euros pour compenser les vaches que l'on a vendues, que l'on a réformées pour avoir moins de besoins fourragers. Donc, alors, je suis de l'Institut de l'élevage. Il y a plein de collègues du conseil élevage et des chambres. Les chambres sont plus végétales et animales. Vous pourriez dire, c'est sûr, l'Institut de l'élevage, lui, il veut qu'on garde les vaches, qu'on fasse de l'élevage, il a tout à gagner. C'est complètement impartial. C'est que des chiffres mis bout à bout. Et encore une fois, on n'a pas fait apparaître ici les 12 000 euros parce qu'on ne sait pas sur combien. On pourrait étaler cette reconstitution de cheptel sur 2-3 années. Mais en tout cas, il y a quand même ces 12 000 euros. Donc si sur 3 ans, il y a 4 000 euros, on est à 15 000 euros de revenus. On a 10 000 euros de revenus par associé en moins dans le cas où on dit je baisse mon cheptel, je fais moins de lait, mais je préserve mon système végétal. Voilà.